Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Grands Entretiens. Les Grands Entretiens, c'est l'émission où on découvre, on débat, on s'étonne à travers le parcours de mes invités, des invités exceptionnels qui ont accepté de jouer le jeu et de se confier pour cette émission. Aujourd'hui, on va parler de dessins, de satire, d'histoire et de ce que la bande dessinée dit de notre époque. Il fait rire avec la préhistoire, revisite la Grèce antique, détourne les mythes fondateurs et interroge notre monde contemporain. Avec une ironie redoutable, auteur, scénariste, dessinateur, mais aussi sinologue, spécialiste de la Chine, agrégé d'histoire. Il est l'un des auteurs de bandes dessinées les plus brillants et les plus singuliers de sa génération. On lui doit 50 nuances de grec, Silex and the City, La fin de l'histoire, Le dernier Picsou et bien sûr Lucky Luke. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Jules. Bonjour Jules, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient de voir quelques images de vos albums, de votre carrière foisonnante. Votre actualité justement, elle est toujours foisonnante. Les albums, les collaborations, les adaptations. Comment et où vous trouvez en permanence autant d'inspiration ? En fait, je pense que plus ça va mal, plus ça permet de travailler. C'est-à-dire Vous êtes servi en ce moment. Voilà, c'est-à-dire que quand on se déploie dans le domaine de l'humour, ça permet de mettre à distance toutes les choses horribles. Et c'est vrai que moi, je suis un grand angoissé. C'est quelque chose qu'ont en commun d'ailleurs beaucoup de gens qui, parmi les dessinateurs, les humoristes, les acteurs, les gens qui écrivent, qui sont du côté du rire, du côté de l'humour, ils ont très souvent un fond anxieux, angoissé, ou bien des drames personnels ou familiaux, ou des choses comme ça, qui permettent de nourrir ce côté-là. C'est je dirais, c'est la face positive de la catastrophe. Et puis, c'est jamais aussi drôle que quand il y a un petit côté un peu, un gouffre sur le côté du fil sur lequel on chemine. Mais il n'y a pas un côté, vous n'avez pas l'impression d'être un peu devenu une sorte de commentateur permanent de notre époque ? Est-ce qu'elle est si inspirante que ça, justement, notre époque ? Alors, c'est pas que du commentaire, c'est vrai que je viens de là. Moi, mon premier travail de dessinateur, c'était dessinateur de presse. Donc, réellement, je travaillais sur l'actualité. Mais à la fin, j'en pouvais plus de voir leur tête, de ce personnel politique, de ces grands leaders du monde qui m'imposaient, je dirais, leur agenda. Je devais effectivement commenter chacune de leurs déclarations, etc. Mais aujourd'hui, comme on est dans un spectacle complètement délirant, un Trump, un Poutine, ce qui se passe en France aussi, j'avais plus envie d'être à la ramasse, à la remorque de toute cette actualité-là. Et c'est pour ça que j'ai fait le pas de côté vers la fiction. Donc heureusement, je ne fais pas que commenter. Et je dirais, je creuse des sillons qui sont importants pour moi. Et peut-être qui mettent, je dirais, en lien notre conscience, notre vie d'aujourd'hui, et puis un patrimoine culturel ancien. C'est pour ça que l'histoire, la philosophie, le patrimoine gastronomique, toutes ces choses-là, les arts plastiques ont leur place dans mon travail. Et j'essaie, je dirais, que c'est de faire de mes bandes dessinées, de mes dessins animés, comme des passerelles vers autre chose. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un bocal avec un serpent qui se mord la queue, mais qu'on ait envie de voir ailleurs. On va en parler justement. Et ce qui frappe dans votre travail, c'est cette capacité, vous le disiez à l'instant, de mêler humour et savoir. Vous vous sentez d'abord auteur, dessinateur, intellectuel qui dessine, j'allais dire. Alors c'est bizarre, moi je suis toujours un peu à côté de la plaque, parce que quand j'étais dessinateur de presse, on me prenait un peu pour l'intello de service, parce qu'au départ, effectivement, j'étais universitaire, chercheur, spécialiste de la Chine. Ensuite, quand j'ai commencé à faire de la BD, on dit c'est pas très sérieux, il vient de la presse, c'est plutôt un satiriste, bon. Et au moment où je me suis mis à faire mes dessins animés, c'était quelqu'un qui n'avait pas fait de réalisation réellement, qui venait du monde du livre, de la bande dessinée. Donc on ne sait jamais le coup d'après. À chaque fois, j'ai l'impression d'être un peu le cul entre deux chaises. Mais c'est plutôt chouette parce qu'il y a un inconfort qui fait qu'on reste quand même vachement éveillé et puis qu'on a envie d'explorer et de découvrir des choses. Donc je ne sais pas exactement qui je suis. Le fil directeur, ça reste quand même l'humour et ce côté un petit peu, effectivement... Et la création. La création, sans doute, et puis le côté un peu moraliste. Moi, je sais que les gens dont je m'inspire, finalement, plutôt que les caricaturistes traditionnels, les Daumier du 19e siècle, les choses comme ça, il y a plein d'auteurs, d'autrices qui parlent de ça. En fait, moi, je dirais plus les grands anciens, je dirais les divinités tutélaires, mis à part Goscinny, les gens comme ça, mais encore plus anciens, c'est plutôt La Fontaine, en fait, qui commentait son époque avec ses fables et qui faisait parler des animaux, un pot de lait ou un arbre ou un roseau. Oui, la satire. Et il arrivait à être extrêmement politique, extrêmement grinçant et à dire des choses très profondes, justement avec ce côté, ce petit twist humoristique. Et toute chose étant égale, c'est un peu la démarche, moi, que j'aime et qui m'intéresse, de sonder l'âme humaine, tous nos travers, en fait, toutes les conneries qui nous environnent, mais pour en faire quelque chose d'autre, finalement.
Alors, en tout cas, vos sources d'inspiration, vous êtes l'auteur de 50 nuances de grec, bien sûr, de Sex and the City. Elles sont devenues aujourd'hui des séries cultes. Utiliser la préhistoire, l'Antiquité, la mythologie, justement, gréco-romaine, pour parler du présent. On voit à l'image 50 nuances de grec. Comment l'idée vous est venue d'utiliser, justement, cette mythologie pour ironiser sur notre présent? En fait, c'est le petit pas de côté. Il y a plein de sujets aujourd'hui qui sont devenus très explosifs, très radioactifs dans le domaine de l'humour. Évidemment, les religions, évidemment, les attentats, le terrorisme, mais on peut parler aussi de la pédophilie, on peut parler de géopolitique, Israël, Palestine. Toutes ces choses-là, je dirais, c'est des terrains interdits quasiment pour les humoristes. On dit, oh là là, c'est vraiment miné, il ne faut pas s'y aventurer. Mais le secret, et en tout cas une des recettes pour pouvoir vraiment affronter, parce que moi, je n'ai pas envie de me priver de tous ces sujets, pour pouvoir prendre à bras-le-corps ces thématiques, c'est le recul historique. Et donc, je me suis dit, pour parler de tout ça, vraiment, je vais retourner 40 000 ans en arrière. Et pour parler de notre obscurantisme aujourd'hui, rien de mieux que, je dirais, l'âge des cavernes. Et la même chose pour la Grèce et le monde gréco-latin. Ça nous a formés, ça nous a instruits, ça a construit notre langue, notre manière de penser. Et donc, en fait, finalement, ce n'est pas du tout difficile d'activer ces mythes, ces mythologies, pour parler des choses qui nous concernent. Toutes les histoires, par exemple, de MeToo, il y a tout un épisode qui s'appelle Mythe tout, parce qu'évidemment, le viol, les violences sexuelles, les choses comme ça, c'est le cœur battant de la mythologie grecque. C'est Zeus, violeur en série. Chaque épisode de la mythologie des Métamorphoses ne raconte que des choses comme ça. Et finalement, se dire aujourd'hui, tout ce qui fait la une de nos plateaux télé, l'inceste, les choses comme ça, qui je dirais, galvanisent le débat public, on a profit à aller chercher des trucs très anciens. Et si on le fait en plus avec l'humour, ça permet, je dirais, de fédérer plein de gens. Il y a une phrase assez géniale de Oscar Wilde qui dit « Si vous avez envie de dire aux gens la vérité, faites-les rire, sinon ils vous tueront ». Et cette chose-là, je dirais qu'elle est effectivement observable en permanence, mais parfois même quand on les fait rire, ils nous tuent quand même. Alors Sex and the City, c'était un album, c'est devenu un long métrage d'animation qui a été présenté à Cannes d'ailleurs, au Festival de Cannes. Je voudrais, pour que ceux qui nous écoutent se rendent bien compte de l'étendue un peu du spectre de votre travail, qu'on regarde la bande-annonce justement de Sex and the City. Elle, c'est ma mère, Spam. Elle est prof de préhistoire géo. Mon père, il s'appelle Blog et il est prof de chasse. Tuer des animaux est une barbarie digne des pires heures du Jurassique. Lui, c'est mon frère. Son truc, c'est l'alterdarwinisme. Regarde! C'est ce truc qu'il y avait partout dans leur monde parallèle. Leur espèce de fétiche, là, tu sais? Je sais pas trop à quoi ça sert, mais visiblement, ça doit être très très important. Il faut qu'on soit extrêmement discret avec ça. C'est un scandale! Une honte du génie pur. Camarades, grâce à cette clé, nous allons pouvoir nous attaquer au symbole du capitalisme préhistorique triomphant. C'est la merde, là. Il faut détruire la clé. Et à Darwin-Zalem, des heurts ont éclaté entre croyants sur l'esplanade du Rocher, des manifestants ont jeté des clés coudées sur les soldats. Et dire que tout ça était censé nous apporter enfin l'évolution et le progrès. Voilà, donc c'est très drôle, comme toujours. C'est c'est à travers l'histoire et, comme toujours, on vient d'en parler, vous épinglez, c'est votre façon d'épingler les ridicules d'aujourd'hui. Voilà, toutes les grandes thématiques, c'est vraiment, ça balaye très très large. En fait, prenez une thématique quelle qu'elle soit, quasiment, dont on parle en ce moment, il y a un épisode de la série Sex and the City qui la traite. On a quand même balayé les choses depuis très longtemps. Et puis c'est marrant aussi de faire venir des gens du vrai monde dans les dessins animés et notamment de leur faire prêter leur voix aux personnages. J'ai devant moi Saveria Rojek qui a fait une voix déjà dans le dessin animé. Et c'est vrai que d'inviter des journalistes, d'inviter des auteurs, des artistes, des sportifs, des scientifiques, du personnel politique, c'est toujours vachement rigolo. Et vous abordez en effet tous les thèmes actuels. C'est une satire fine de toutes nos sociétés contemporaines. Il y a de la politique, il y a de l'écologie, il y a de la technologie. Est-ce que cette forme d'expression, ça permet aussi de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement ou qu'on dirait de façon moins
moins drôle justement et ça marquerait moins les esprits peut-être? Oui, et puis il y a une dimension presque comme une espèce de petite encyclopédie vivante des choses, à la fois une chronique et une encyclopédie, d'un peu de tout mettre. Moi, ce que j'adore, et là on sort de la mythologie gréco-latine, quoique, c'est l'épisode de l'Arche de Noé. En fait, je me suis toujours senti, vous savez, les gens ont des névroses, moi j'ai un peu la névrose du sauveur, et Noé, évidemment, ce personnage qui vient à bord de sa nef sauver l'entièreté du vivant, de tout ce qui rampe et tout ce qui grouille, comme dirait la Bible, c'est très excitant à mettre en scène. J'utilise très souvent d'ailleurs des blagues sur Noé et l'Arche de Noé, et j'ai l'impression de vouloir mettre comme ça toute cette époque qui est en train de couler. Et finalement, vous évoquiez tout à l'heure le travail que je fais avec Lucky Luke ou Picsou. Eh ben, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, sont dans une espèce de naufrage, de sabordage perpétuel. On est vraiment très triste de ce que ça devient. Et ce grand mythe américain repose sur deux mythologies fondatrices, qui est la mythologie de l'Ouest, du Far West, du cow-boy, de la conquête. Lucky Luke l'incarne tellement, en fait. On va en C'est parler quasiment le cow-boy. dans un instant de Lucky Luke, justement. Allez-y, je vous en Et prie. Picsou, c'est l'autre jambe de cette mythologie américaine, qui est le self-made man, l'immigrant. Et c'est étonnant que Disney ait confié à des Français le fait de s'occuper de Picsou aujourd'hui et de publier. Donc, je dirais, le fait d'être comme une espèce de conservatoire de biodiversité culturelle, c'est une responsabilité géniale. Ouais. Mais c'est ça, c'est que vous inscrivez aussi dans cette tradition, on l'a évoqué tout à l'heure, de satire un peu à la manière des caricaturistes. Vous évoquiez Daumier, vous évoquiez les Fables de La Fontaine. Donc vous sentez héritier de, j'allais dire pas d'une tradition, mais de toutes ces traditions en fait à la française. Oui, à la française ou à l'internationale. C'est-à-dire qu'il y a des familles d'humour qui se sont mélangées et depuis longtemps, Dieu merci, la culture ayant circulé, et notamment le cinéma en particulier, qui a été vraiment je dirais, le fer de lance de cet humour mondial tellement fin, et en particulier avec Hollywood. C'est-à-dire que les comédies qui, depuis 100 ans, nous viennent des États-Unis, ont imprimé un tempo, un rythme tellement marrant. Et moi, je sais que je dirais historiquement, les Marx Brothers, étant petits, m'ont fait découvrir des choses incroyables. Ensuite, dans le monde anglo-saxon, les Monty Python, mais les Woody Allen, les frères Zucker, vous savez, toute la série Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est des grandes inspirations pour moi. Et puis côté France, évidemment, tout ce qui est cinéma, c'est important. Et les Gérard Horry ou les Francis Weber, La Chèvre, Rabbi Jacob, ce sont des choses qui... Bien souvent, d'ailleurs, la comédie est un petit peu regardée de haut, mais qui, pour moi, sont décisives. Vous avez raison, c'est assez français, le fait de considérer un peu la comédie comme un genre un peu mineur. Voilà, et c'est jamais primé, c'est la comédie qui alimente le box-office, qui finance le cinéma français et mondial en général, qui remplit les salles. C'est pas nouveau, parce que de l'époque d'Aristophane, dans la Grèce antique, bien sûr, il y avait des tragédies, il y avait Phèdre, il y avait tout ce que vous voulez, mais là où les théâtres étaient à guichets fermés, c'était plus difficile d'avoir des places pour aller voir les pièces d'Aristophane que de voir les concerts de Céline Dion, c'était les comédies qui étaient à guichets fermés. Vous censurez parfois ou vous vous sentez libre, totalement libre dans vos dessins, où il y a encore des choses que vous ne vous autorisez pas à dire? Je me censure, et puis probablement de plus en plus. Il y a une censure élémentaire qui est celle de, c'est pas très compréhensible, c'est pas très bon, il faut couper pour qu'il y a trop de références, ou ça me fait rire moi, mais pas forcément les autres, les gens ne vont pas comprendre, donc il faut être très pédagogue, et en même temps, il ne faut pas rogner, je dirais, sur la dimension référentielle, la profondeur de ce qu'on raconte, parce que sinon, il y a un plus petit dénominateur commun, qui est très souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, comme les mèmes sur Internet, etc. Mais en fait, c'est assez, je dirais, superficiel et stérile au bout d'un moment. Alors, il faut trouver ce juste équilibre entre le fait de transmettre, de pouvoir faire rire les gens. D'ailleurs, c'est intéressant d'avoir cette dissociation d'une même expression qui est avoir de l'humour. Très souvent, d'ailleurs, il y a un biais un peu sexiste. Quand on dit de quelqu'un qu'il a de l'humour, ça peut vouloir dire qu'il fait des blagues, qu'il est drôle. Et très souvent, c'est les mecs, au départ. Et puis, quand on dit qu'une fille a de l'humour, c'est qu'elle rit aux blagues des autres. Avoir de l'humour, c'est rire de l'humour d'autrui. Et c'est un peu les deux. Et évidemment, ça a changé, mais très longtemps, ça a été comme ça. Et cette polysémie, je dirais, en tout cas, cette dissociation de ce que c'est que l'humour, du côté de celui qui l'émet ou qui le reçoit, c'est intéressant. Il n'y a pas de sexe, l'humour. Il peut être aussi bien... Oui, mais évidemment. Mais si, mais évidemment, comme pas tout, si évident. Non, mais comme tout, il y avait un système culturel qui favorisait les hommes au détriment des femmes. Et donc, dans cette dimension-là, parce que, en fait, on prend souvent la mesure
quand on fait mon travail, du pouvoir de l'humour, en fait. On se rend compte, si vous avez été à l'école, les petits rigolos dans l'école, dans les classes, ils ont un lustre particulier, hein. Ils arrivent à être dans la bande des cools, et puis même par rapport aux profs, ils ont un certain pouvoir par rapport aux profs qui pourtant représentent l'autorité. Et encore une fois, c'est pas que le fou du roi, je dirais la comédie, l'humour a un pouvoir de dissolvant sur, je dirais, l'oppression, sur l'autoritarisme. Les dictatures ont connu ça. Le monde soviétique, c'était quasiment le réservoir le plus drôle de blagues, d'anecdotes, etc., parce que c'était la soupape de sécurité. Et je dirais, bien sûr, face à des tanks ou des drones, faire des blagues, ça ne marche pas tellement, mais quand même, ça maintient une verticalité, une humanité particulière, et c'est assez noble. Jules, vous parlez de tanks, de drones, vous êtes un ancien de Charlie Hebdo. Est-ce que faire rire aujourd'hui face à, j'allais dire, l'effroi contemporain, que ce soit les tragédies, que ce soit l'Iran, la tragédie palestinienne, le Liban, est-ce que face à tout cela, face à cet effroi, c'est devenu rire de plus en plus, faire rire en tout cas, ça devient de plus en plus difficile? Difficile, je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'on peut encore y croire en fait? De fait, c'est salvateur, c'est salutaire. Ça vous a aidé? C'est une planche de secours pour soi-même, évidemment, parce que je pense que moi, si je ne faisais pas de blagues, je développerais des ulcères, je creuserais le trou de la Sécu. Donc, en fin de compte, c'est vertueux pour moi et pour le système financier national, mais aussi pour autrui, parce que je pense que ce qu'apprécient les gens, pourquoi est-ce que les bandes dessinées que je fais, les dessins animés que j'ai réalisés ont trouvé un assez large écho en fait public, c'est parce qu'il y a ce besoin-là en fait de cathartique, je dirais, de se libérer de ça, de se libérer de la pompe des puissants, de se libérer de l'angoisse de la mort et de la destruction, de l'abîme vers lequel on court tous. Il y a un tragique en fait de l'existence qui est un petit peu pallié par ce petit pas de côté, ce petit clin d'œil, cette petite danse de la blague. Quelques mots sur La Belle et la Bête. Je voudrais qu'on revienne sur cette polémique. Il y a l'année dernière, l'Éducation nationale, vous avez choisi pour revisiter le fameux album, le fameux conte La Belle et la Bête, un ouvrage qui était destiné à être distribué à tous les élèves de France. Le livre est validé et finalement, quelques jours avant son impression, il est refusé. Voilà, on voit Elisabeth Borne, qui était à l'époque, qui avait hérité du dossier à l'Éducation nationale. Pourquoi cette volte-face? Qu'est-ce que vous en gardez de cette polémique? En fait, je dirais, c'est une petite escarmouche dans ce qu'on appelle désormais la guerre culturelle. Et en fait, la façon dont la culture, pour tous, que ce soit pour les enfants, dans ce cas-là, ou que ce soit la culture pour adultes. On l'a vu plus récemment avec ce qui s'est passé aux éditions Grasset et l'éviction de leur PDG. En fait, je dirais des intérêts particuliers, avec un agenda politique, ont décidé de prendre en main la culture et de mettre au pas un certain nombre de choses qui s'ébattaient dans la liberté. Et en fait, le pluralisme, la discussion, le fait qu'il y ait des gens de droite et des gens de gauche qui puissent se parler, en fait, cette transversalité, le fait de faire ensemble même un peuple gaulois qui se tape dessus, comme dans Astérix, parce qu'ils ne sont jamais d'accord, mais en tout cas qui ont quelque chose en commun, il y a un certain nombre de forces sombres, obscures, je dirais mortifères, en œuvre dans notre société, dans le monde entier, on se rend compte. Du côté de chez Trump, évidemment, c'est flagrant, mais là, cet épisode d'Elisabeth Borne qui avait fait une préface en disant « ce livre est génial », 2 semaines après, elle dit « non, il faut le censurer, 1 million d'exemplaires ». Censurer 1 million d'exemplaires, c'était du jamais vu en termes de quantité. C'est l'absurdité de notre société contemporaine dans son... C'est pas l'absurdité, c'est l'agenda dégueulasse d'un certain nombre de gens vraiment, je dirais, tordus, qui veulent dissoudre quelque chose de commun, quelque chose de beau, quelque chose de précieux qu'on a tous. Oui, bien sûr. On peut les nommer, on peut expliquer pourquoi. Il faudrait faire des longues émissions là-dessus, en fait, pour dire que non, on ne peut pas vraiment se laisser, je dirais, mener par ce pouvoir démesuré du fric, dans le cas de Bolloré, par exemple, cette espèce d'arrogance de l'argent tout-puissant au profit d'un intérêt très particulier, et puis de l'autre côté, cette espèce de petit calcul d'échec politique pour, je dirais, dissoudre ce qu'on a en commun. Cette histoire de La Belle et la Bête, c'était le texte du XVIIIe siècle, du conte de La Belle et la Bête, avec des illustrations rigolotes. Donc c'était quelque chose de très anodin. Donc censurer ce bouquin uniquement parce que les personnages, leur gueule ne leur revenait pas, c'était vraiment préoccupant. Surtout, ça montrait une forme d'arrogance
de toute puissance qui Eux devrait savent être et, sur le débat, dans le débat public et non pas un peu avec un assassinat derrière un tas de bois, je dirais, comme ils ont essayé de le faire là. Ça n'a pas marché parce que ça a fait tout un scandale. Ils ne pensaient pas que ça ferait tout un scandale à l'époque. L'engagement, la politique, l'engagement contre l'extrême droite, vous êtes exprimé, vous avez décidé de vous exprimer récemment sur ces questions. C'est important, ça va l'être encore plus dans les mois qui viennent pour vous, cet engagement. Évidemment, parce que je pense que, en fait, moi j'adore ne pas être d'accord avec des gens. Et j'adore, c'est le truc très français d'ailleurs, être à table avec des gens de ma famille, avec mes amis, et on s'engueule sur des sujets. Mais il y a cette ultra-polarisation des réseaux sociaux, complètement pilotée par les algorithmes, qui fait que on vit dans un monde fermé, dans une espèce de petit bocal où on n'a que des biais de confirmation. On ne fréquente que des gens qui sont d'accord avec nous, et on est incapable de parler avec des gens qui sont d'un autre bord. Et en fait, moi, je me rends compte que je suis très solitaire. Je suis d'accord jamais avec personne. Et je ne serais pas d'accord avec LFI, je ne serais pas d'accord avec le RN sur la plupart des sujets, en fait. Et pour autant, je pense que malgré tout, les gens, les humains, la vraie patte humaine, la chair humaine, comme ça, les gens qu'on peut sentir, qu'on peut tenir comme ça par l'épaule, c'est toujours cool de leur parler, c'est toujours bien. En revanche, les gens qui les utilisent, qui les manipulent, qui en font leur chair à canon en fait pour leurs intérêts personnels, et ça, effectivement, quand on parle de l'extrême droite, c'est ça dont je parle en fait avant tout. C'est des gens qui ont leur agenda politique de se faire élire et qui racontent n'importe quoi aux gens en distordant la réalité avec une espèce de monde de post-vérité trumpien. C'est dégueulasse, personne ne mérite ça. En tout cas, il y a toujours chez vous pas mal de provocations. Je voudrais qu'on regarde une photo de vous avec Emmanuel Macron, une photo qui a beaucoup fait parler à l'époque, avec ce t-shirt LBD. Il n'y a que vous, justement, pour demander au président de la République de poser avec ce t-shirt. Emmanuel Macron, on arrive quasiment au terme des deux quinquennats. Qu'est-ce qu'il restera d'Emmanuel Macron, selon vous ? De facto, quand même pas mal un champ de ruines. C'est-à-dire que des choses sur lesquelles on avait, je dirais, escompté, peut-être un renouveau. Moi, je faisais partie des gens qui ont regardé avec curiosité, peut-être un certain appétit, l'arrivée d'Emmanuel Macron, une nouvelle tête, avec quelqu'un qui disait qu'il allait faire les choses différemment. Puis mois après mois, finalement, ça a été une espèce d'accumulation de déceptions que tout le monde partage aujourd'hui, d'ailleurs. Je pense que le taux de popularité de Macron, c'est quasiment abyssal. Comme tous les chefs d'État ouais, mais non, je crois à la fin de leur mandat. Je crois qu'il bat les records quand même. Et puis, effectivement, surtout par rapport à son effet d'affichage, quasiment tout ce qu'il avait promis de faire et qu'il avait pris comme étendard sont aujourd'hui piétinés dans la boue. Alors, il y a une espèce de dissociation entre le réel et ce qu'il avait promis. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un peu une entreprise de démolition et puis surtout une promesse non tenue et c'est un peu déprimant. Alors, je voudrais qu'on en vienne, vous l'avez évoqué à votre actualité Lucky Luke, ça c'est votre actualité qui va venir d'ici quelques semaines. Vous êtes attaqué à un monument, c'est un monument de la bande dessinée Lucky Luke. Je voudrais qu'on regarde tout d'abord un extrait d'un documentaire qu'avait diffusé la chaîne Arte, et ce sont des caméras qui vous ont suivi justement dans les pas de Lucky Luke. On regarde et on commente juste après. Lucky Luke, ce héros mythique de la culture populaire, a forgé à lui tout seul un American Dream. En empruntant les chemins des albums de mon enfance, me serait-il possible de retrouver les racines de ce rêve ? Je me suis toujours dit que c'était un genre de paysage totalement impossible. Mais là, on y est quasiment, non ? Je suis donc allé voir ce qu'il restait de Lucky Luke en Amérique. Un pied tendre, c'est un gars qui débarque de la ville et qui sait pas trop comment trouver sa place. Ouais. Voilà, donc on célèbre cette année les 80 ans de Lucky Luke. Vous sortez, vous apprêtez à sortir un nouvel opus. On va peut-être en voir quelques images en exclusivité. D'ailleurs, je crois que la couverture n'est pas encore tout à fait prête. Alors, ce dernier album Lucky Luke, c'est l'Amérique effrayante de Trump, c'est ça. Alors ça, c'est quand le précédent, le premier album que vous avez repris de Lucky Luke était sorti, vous aviez fait à l'époque la une du New York Times. Et alors, de quoi parle ce nouvel opus de Lucky Luke ? En fait, ce qui est marrant, c'est que les grands Lucky Luke, patrimoniaux, qu'on adore, ça fait 80 ans donc que ça existe, très souvent, ils s'emparent d'un fait historique, technologique, historique, un personnage ayant réellement existé, et ils en font une histoire de fiction. Goscinny était vraiment spécialiste de ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore traitées dans Lucky Luke, et donc finalement, il y avait encore plein de pistes à explorer. Donc le premier album que j'avais fait de Lucky Luke, c'était Lucky Luke et les Juifs.
quand j'ai dit ça à l'éditeur, il est tombé de sa chaise, il a dit vous êtes sûr vraiment, je pense que c'est un problème. Mais non, parce que la communauté juive qui a commencé à arriver à l'époque de Lucky Luke, elle a un grand rôle dans l'histoire américaine. Puis le coup d'après, j'ai fait Lucky Luke et les Noirs, avec l'histoire de l'esclavage. Et alors là aussi, de traiter ça sur le ton de la caricature et de l'humour, qui est quand même l'ADN de Lucky Luke, un sujet aussi grave, un crime contre l'humanité, qu'est l'esclavage, c'était délicat, mais c'était encore plus excitant de faire ça. Et donc ensuite, il y a eu les Allemands, il y a eu les véganes, il y a eu les Français, il y a eu plein de thèmes comme ça que j'ai mis dans Lucky Luke. Et là, on va travailler sur le thème de la religion et ce fanatisme, cette espèce de religiosité complètement exacerbée qu'il y a au Far West et qui est encore aujourd'hui. On est quand même dans un pays dont le président jure sur la Bible qu'il ne fera pas de mal. Et en même temps, en parallèle, Donald Trump qui pose déguisé en Jésus sur les réseaux sociaux. La théocratie, c'est devenu une théocratie aujourd'hui, les États-Unis? Même pas vraiment, parce que je dirais qu'aujourd'hui, les religieux sont offusqués et je dirais blessés, humiliés par le pouvoir qui s'empare des symboles religieux, de la religion. À des polémiques entre le pape et Donald Trump. C'est un dévoiement de la religiosité et des patrimoines des différentes religions, je dirais, au profit, encore une fois, de ce totem tout-puissant qui est le fric et le pouvoir. Les deux grands... Voilà, on découvre la prochaine couverture, le Saint Lucky Luke. Hein. Voilà, mais les deux grandes mamelles, en fait, aussi de l'histoire américaine, c'est The Bible and the Rifle, la Bible et le flingue. Et c'est comme ça, en fait, que se sont construits les États-Unis. Donc c'est l'Amérique effrayante aujourd'hui qui est devenue ce pays de l'Amérique effrayante de Trump. En tout cas, ça permet de comprendre des choses. Lucky Luke permet aussi, en plus de s'amuser, d'avoir des rebondissements, des clins d'œil un petit peu dans toutes les directions, d'amuser les différentes générations. C'est ça qui est génial dans Lucky Luke, c'est-à-dire qu'on le lit quand on a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis à 50 ans, 70 ans, on a encore des Lucky Luke, on les garde d'ailleurs à la maison. Les BD, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a un côté patrimonial qu'on se passe entre frères et sœurs, d'une génération à l'autre. Souvent, les bouquins, dans les déménagements, il y en a qu'on laisse, on les garde pas trop. Les BD, on les garde. C'est quelque chose dont on ne se sépare pas, et puis qu'on offre à ses enfants, à ses petits-enfants. Qui petits-enfants. se dématérialise pas, c'est-à-dire que finalement, toutes les BD en numérique n'ont jamais vraiment marché. On a envie d'avoir l'album, il y a un côté fétiche comme ça. Et donc, c'est important, même quand on s'amuse, c'est encore ce que je disais pour le reste de mon travail, de transmettre quelque chose, de donner envie de découvrir quelque chose à travers la BD, et que ce ne soit pas juste un moment de entertainment, comme on dirait en anglais, de divertissement pur, mais que ça sédimente et qu'en plus de s'être marré, on ressort un petit peu plus étoffé. Il en reste quelque chose. Alors Jules, vous observez, vous analysez, vous détournez, on vient d'en parler, mais vous êtes aussi très présent dans les festivals, au contact du public. On va justement parler d'un lieu où la bande dessinée se vit, se partage, se transmet. C'est l'heure de la rencontre. Voilà, et je suis ravie d'accueillir pour cet échange avec Jules Dominique Mattei. Bonjour. Bonjour Madame Dominique Mattei. Vous avez créé il y a un peu plus de 25 ans maintenant un événement culturel qui est devenu incontournable en Corse. C'est le Festival de la bande dessinée de Bastia. Je voudrais d'abord, justement, avant de vous écouter, je voudrais qu'on voit quelques images de ce festival de la bande dessinée à Bastia. Il se revoit pour la première fois depuis 33 ans. À son retour en France, mon père va faire quelque chose qu'il avait sans cesse repoussé, demander la nationalité française. Parfum d'Irak, c'est le premier documentaire du journaliste franco-irakien Ferhat Alani, un roman graphique basé sur sa propre histoire, qu'Arte a adapté en web-série. Aujourd'hui, l'auteur présente son travail à des élèves de 4e et de terminale dans le cadre du festival BD à Bastia. Cette chanson est un hommage aux femmes et aux enfants d'Irak, ce soir sous les bombes. C'est quoi la différence entre les chiites et les sunnites? Je ne veux vraiment pas comparer aux protestants et catholiques, mais il y a des similitudes. Ferhat Alani a voulu raconter son Irak intime, loin des images de guerre et de violence que l'on voit dans les médias. Un parti pris qui a séduit lecteurs et spectateurs. Voilà, alors c'est un festival qui est reconnu aujourd'hui pour son exigence artistique, son regard singulier sur la bande dessinée. Quelle était votre ambition, Dominique Mattei, au départ, quand vous avez créé, il y a quelques années de cela, ce festival? Elle était à la fois très simple et très exigeante.
Très simple, c'était, on est quand même dans les années 80. Les années 80, c'était un moment de renouveau très important de la bande dessinée, et non seulement de renouveau, mais d'ouverture de nouvelles pistes, le roman graphique, des maisons d'édition comme l'Association, etc. Et l'idée, elle était à la fois de donner un espace à ces jeunes créateurs, à cette jeune création, et de faire ce que je faisais déjà depuis quand même une bonne dizaine d'années à Bastia, c'est-à-dire d'ouvrir la Corse sur une création qui soit une création à la fois très populaire et très exigeante. Et BD Bastia, c'est né comme ça, de cette double volonté d'amener en Corse des créateurs de grande qualité et qui soient des créateurs dans des veines, qui soient des veines plutôt novatrices, ce qui n'a pas empêché d'aller aussi vers des auteurs qui soient des auteurs un peu plus reconnus et institutionnels. Oui, c'est ça, c'est que c'est une certaine idée de la bande dessinée, hein, plus exigeante, plus expérimentale. C'était un choix militant quand vous l'avez fait? Oui. Mais de toute façon, je pense que toute ma vie a été un choix militant, pour dire les choses comme on peut les dire aujourd'hui. Oui, c'était un choix militant, alors pour aussi 2 raisons. Dans mon travail de direction de lieux culturels, le livre a toujours tenu une place très importante. Et une année, on a travaillé autour de la bande dessinée comme une thématique. Simplement, l'idée n'était pas de faire une rencontre annuelle, etc. Et l'année où on a travaillé sur cette thématique, il y a eu un phénomène qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y a eu un nombre de visites très important au moment de ce petit événement, et surtout, je me suis trouvée devant un public très intergénérationnel, pour employer un mot un peu galvaudé, mais qui, moi, m'intéresse beaucoup. Parce qu'effectivement, travailler sur la culture, c'est aussi essayer de toucher tous les publics qu'on ne voit pas trop. Et là, pour le coup, c'était l'adage 7 à 77 ans, tout d'un coup, se vérifiait autour de bandes dessinées exigeantes et pas faciles. Jules, quand vous allez dans un festival comme celui de Bastia, qu'est-ce que vous venez y chercher? Le contact avec le public, j'imagine? Parce qu'il y a festival et festival. Et effectivement, il y a des festivals où les gens se précipitent pour y aller. Bastia, c'était le cas. Hein. Tout le monde avait envie d'aller à Bastia. C'est devenu une référence, il y en a quelques-uns comme ça en France. Il y a Saint-Malo en Bretagne. Bon, Angoulême, je dirais presque feu compliqué. Angoulême. On ne sait pas si ça pourra renaître de ses cendres. On n'espère pas. On espère que ce sera demain de nouveau Angoulême. Il y en aura, voilà, mais ça sera sans doute difficile. Et puis, il y a des festivals où effectivement, c'est la foire à la saucisse. Et donc, les gens viennent uniquement pour avoir des dédicaces, éventuellement qui revendront sur Internet. Et donc, les festivals qui valent le coup, d'une certaine façon, à la fois pour les auteurs et pour le public, c'est des choses qui font résonner un peu au-delà juste de la séance de chaises et de tables avec les gens qui font la queue. C'est bien sûr qu'il puisse y avoir des expos, qu'il puisse y avoir des rencontres, et puis qu'il puisse y avoir dans l'air un petit supplément d'âme, comme on dit dans la chanson, quelque chose qui circule, qui donne envie en fait, et que à la rigueur, au bar après, il y a à la fois des monstres sacrés de la BD qui puissent côtoyer des gamins en culotte courte qui sont venus pour le festival et que ça puisse circuler. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît. Il n'y a pas l'équivalent du festival de Cannes ou quoi en BD, parce qu'il n'y a pas le côté cloisonné, avec des gardes du corps, avec des gens qui veulent juste prendre des selfies. Oui, il y a une proximité du créateur, de l'auteur avec son public. Il y a un vrai échange, et y compris des superstars de la BD, des gens qui vendent des millions d'exemplaires, un Zep, un Moebius à l'époque, etc., sont finalement mis sur un pied d'égalité avec les punks à chiens cracheurs de feu qui font des fanzines. Cette dimension-là, en fait, elle est géniale. Et il n'y a pas beaucoup d'arts qui sont aussi transversales, intergénérationnels, comme on peut dire, mais aussi inter-milieux sociaux. Des gens très intellos, très instruits, très riches, lisent des BD, et puis les prolétaires, les gens qui bossent vraiment dans les choses les plus difficiles, qui n'ont pas d'argent, lisent de la BD. Et il n'y a plus beaucoup d'endroits où on se rencontre. La bande dessinée, on se rencontre. Dominique Mathieu, j'imagine que vous acquiescez complètement à ce discours sur la bande dessinée. C'est quelque chose qui est accessible à tous. Alors, c'est quelque chose qui est accessible à tous, et surtout, c'est quelque chose qu'on peut rendre accessible à tous. Par exemple, effectivement, dès la création de Bastia, on a tout de suite décidé qu'il n'y aurait pas du tout de ces fameuses séances de dédicaces où le public est en file devant un auteur devant lequel on se prosterne plus ou moins, etc. Mais qu'il y aurait beaucoup de temps de rencontres, de débats, etc. Un très, très grand travail avec les publics scolaires, beaucoup de travail d'éducation artistique. Racontez-nous un peu, pardon, je vous interromps, mais racontez-nous un peu justement comment vous avez attiré ces jeunes, toute cette jeunesse, comment vous les avez familiarisés à cette forme d'expression. C'est un travail de longue haleine avec, moi je dirais, plusieurs entrées, comme toujours.
hein. Sachant que pour moi la question de l'éducation artistique, elle est vraiment extrêmement importante. Elle est cardinale. Elle est cardinale parce que aussi, pour aller dans le sens de ce que disait Jules maintenant, c'est que l'éducation artistique ne va pas de soi pour toutes les couches sociales, on est bien d'accord. Et à partir du moment où on travaille dans un lieu culturel qui bénéficie de fonds publics, on a l'obligation absolue d'être rigoureux et ouvert à toutes les couches sociales. Donc l'idée, c'était à la fois de travailler avec l'école sur la bande dessinée, c'était à la fois de travailler avec les lycées. Moi, j'ai énormément travaillé avec toute la cité scolaire de Montésor, le lycée professionnel Jean-Nicole, etc., les lycées d'enseignement général. Les acteurs locaux ont tout de suite été réceptifs à votre idée, à cette création, à ce projet? Je pense que le spectateur, terme, on va dire générique, hein, qui peut s'adresser aussi bien au théâtre qu'à un visiteur d'exposition, si on veut qu'il soit réceptif, d'abord il faut lui montrer un travail de grande qualité. Parce que quel que soit son niveau de culture présupposé, je suis toujours partie du principe que tout le monde a une sensibilité qui est prête à recevoir l'excellence artistique. Donc déjà, le premier critère, c'est l'excellence artistique. Et puis après, c'est les façons qu'on a de montrer les choses aux gens. C'est-à-dire que si on fait une expo, voilà, on fait juste une expo quand même. Mais si on fait une scénographie, qu'on explique les choses, qu'on fait des visites guidées, qu'on fait des ateliers, qu'on fait des rencontres, que, par exemple, on invite Jules et que toutes les bandes dessinées de Jules sont disponibles dans une librairie éphémère, eh bien là, le visiteur, il est comme pris dans un réseau de sensibilité, de compréhension, d'intelligence, mais aussi de choses spontanées autour d'une œuvre, et il va finir par adhérer à cette œuvre. Moi, combien de fois, en ayant invité vraiment des auteurs très exigeants et pas très faciles, hein, la bande dessinée en noir et blanc, telle que pouvait la pratiquer un David B. avec l'Ascension du haut mal, qui était une bande dessinée. Et puis, quelque temps après, je me faisais arrêter dans la rue à Bastia par des gens que je ne connaissais pas forcément, des Bastiais, mais qui m'ont dit « Mais dites-moi, Mme Mattei, ce David B. dont on a vu une expo il y a 5 ans, il ne revient plus parce que c'était quand même drôlement bien. » Et là, voilà, c'est gagné. Ça vous fait sourire, ça doit vous faire plaisir en tant que créateur quand on sent des gens qui portent et transportent votre travail ainsi et qui se battent justement pour le rendre accessible au plus grand nombre. C'est ça aussi qu'on recherche dans la transmission de son travail? Probablement, d'autant que le travail est très solitaire en bande dessinée, contrairement à l'animation ou à d'autres choses. On est tout seul chez soi, enfermé dans son bureau. Ça a une vertu, hein, c'est que ça coûte pas cher à faire. C'est-à-dire qu'il faut une feuille de papier, un crayon. Je veux dire, les hommes préhistoriques de la grotte de Lascaux, ils auraient presque pu faire des bandes dessinées. Donc, mais en même temps, on est très seul. Et de cantonner, je dirais, la rencontre avec le public à des signatures avec quelqu'un avec qui on échange une demi-seconde, le temps de lui faire son dessin et de partir, c'est triste. Et quand il y a des passeuses, des passeurs qui font résonner ça, mettre en relation des lieux, des gens, un esprit, ça nous nourrit vachement plus. Et bon, de toute façon, quand je suis interviewé à la télévision ou ailleurs et qu'on me demande oui, est-ce que vous aimez rencontrer votre public dans les dédicaces, je dis bah oui, c'est formidable, on rencontre le public, mais je suis un peu hypocrite parce que en fait, c'est un peu de la dédicace au kilomètre, c'est très artificiel. C'est autre chose quand on parle vraiment sincèrement du fond du cœur de lieux, d'endroits où il se passe quelque chose de mieux quand même. Vous avez vu, Dominique Mattei, la bande dessinée devenir aussi de plus en plus le miroir de notre époque et des craintes, des angoisses de notre époque également? Bien sûr, mais comme le disait Jules tout à l'heure, je veux dire, la bande dessinée, elle est aussi extrêmement politique, avec cette fonction de dire des choses graves, mais les dire en souriant, de sorte que les gens vont les comprendre. Je pense par exemple à l'Enquête corse de Pétillon, qui a connu un succès considérable et qui est venu à plusieurs reprises à Bastia, qui disait des choses vraies, importantes, pas faciles à dire, et toutes les parties en présence en riaient, et finalement, il y avait une espèce d'une forme d'autodérision qui permettait le débat. Et après, la bande dessinée est le miroir de notre époque, et surtout, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce travail, c'est aussi le travail sur l'image. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes publics sont des publics qui sont saturés d'images, qui sont des images imposées, sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Alors que quand on a un album dans les mains, eh bien, on peut revenir à la page d'avant, on peut en sauter deux, on peut le poser parce que vraiment, il est super barbant et que
stop, j'ai pas envie de le lire. On n'est pas dans un flux qui est justement un flux entonnoir algorithme dans lequel on va rien comprendre. La bande dessinée, c'est une façon pour les jeunes de reprendre le contrôle Ça du flux d'images, c'est ça que vous Foncièrement, nous dites? je le pense. Et pour moi, si aujourd'hui il y avait une mission culturelle qui me semble capitale, c'est une éducation à l'image. Une éducation à comment fonctionne l'image. Parce que je pense que c'est vraiment une question... oui, enfin, je suis peut-être un peu excessive, mais c'est ma nature. C'est vraiment une question de survie, de l'autonomie, de jugement de nos jeunes publics. Parce que entre le fait d'être passif devant un écran, qui peut pas, évidemment, il peut y avoir des choses super, il y a des jeux vidéo magnifiques. Là, il y a un jeu vidéo français qui a été multiprimé et qui est magnifique. Mais quand on est souvent et qu'on scrolle sur TikTok, etc., et que on est dans une passivité et une absorption totale d'images sur lesquelles nous n'avons pas de prise et qu'on ne sait pas lire, c'est très... Alors que la bande dessinée, c'est un médium magnifique pour apprendre à lire l'image. Et puis surtout, il y a un truc, moi je serais très curieux de faire de l'imagerie neuronale de ce qui se passe quand on lit une bande dessinée. Parce que regardez, une BD, c'est spécial, c'est des dessins avec un récit. Et en fait, c'est séquentiel. C'est-à-dire qu'il y a une case, et puis après il y a une autre case, et puis après il y a une autre case. Mais entre la case 1 et la case 2, il y a une ellipse. Il y a un trou entre les deux cases. C'est pas comme quand on voit un film où c'est continu, ou qu'on scrolle et que c'est continu. Il y a une discontinuité. Et dans ce trou-là, le cerveau fait un travail de lien entre les trucs. Qu'est-ce qui s'est passé entre la case 1 et la case 2 on ne la donne pas aux gens. C'est le cerveau qui fait le travail. Et donc, je pense qu'il y a une petite décharge électrique quelque part neuronale qui est tonique. Hein. Je pense qu'il y a un côté un petit peu pilate du cerveau, ça gaine un peu. En tout cas, il y a un effort à faire. Je dirais ça gaine le cerveau, hein, vous voyez, la bande dessinée. Donc en tout cas, il y a un effort à faire qui peut aider peut-être une partie de la jeunesse, justement. C'est du sport, voilà. Ouais, c'est du sport. La BD, c'est du sport. En tout cas, le Festival de Bastia et d'autres festivals sont ancrés, bien sûr, dans un territoire, Dominique Mathé. Ça influence aussi la programmation d'être ancré dans un territoire. On choisit... On a un regard comme ça, on se dit, on va plus parler peut-être de Méditerranée, d'identité, de culture, c'est des thèmes qui... Alors pour ma part, très sincèrement, non. Moi, la seule chose qui a influencé ma programmation tout au long de ma carrière, et qui continuera peut-être à l'influencer encore un peu, parce que bon, même si je... Oui, parce que vous avez d'autres projets. D'autres projets qui sont alors à titre bénévole, mais qui sont toujours des projets autour des arts visuels, c'est l'exigence artistique. Je pense que ce qui doit être premier, ce qui doit primer, c'est l'exigence artistique. Et après, comment, fort de cette exigence, fort du respect du créateur, on permet au public de rencontrer l'œuvre. L'idée, le noyau dur, il est là. On peut se sentir parfois, quand on crée, comme vous le faites Jules, on se dit oh là, je suis trop éloignée de mon lecteur. Est-ce que parfois on a besoin justement de se reconnecter, de se dire... On crée en ayant le public en tête le public forcément. Pour que, en tout cas, un interlocuteur, quelqu'un pour que ce soit compréhensible, pour qu'on ne soit pas, je dirais, illisible. Donc ça, c'est très important, de se rendre le plus lisible possible. En revanche, moi, je ne me verrai jamais créer quelque chose un petit peu programmatique pour avoir du succès, ou vendre beaucoup d'albums. J'allais dire quelque chose de mièvre pour... Ou de mièvre, ou de flatter, d'avoir un truc flatteur, je dirais, pour un public. Moi, en fait, tout ce que j'ai toujours fait, c'est parce que ça me fait marrer moi, parce que je trouve ça bien. Je pense que mon public type, d'ailleurs, je pense que les psychanalystes auraient un peu de travail à faire là-dessus, mon public type, c'est ma mère. En fait, je me rends compte que le cœur, le noyau nucléaire de mes lecteurs, c'est des lectrices retraitées de l'éducation nationale. Ça, c'est exactement ma mère. Et je me rends compte que finalement, peut-être toute ma vie, je n'ai fait que des blagues pour faire rire mes parents. C'est très psychanalytique. Voilà. Mais chaque dessin, c'était destiné à votre maman. Comme tout le monde a des parents, ça marche pour tout le monde. Si elle comprend la blague, ça veut dire que tout le monde la comprendra. Je vous rassure quand même, il y en a plein qu'elle ne comprend pas. Ah bon. Mais justement, tout à l'heure, je l'évoquais, ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois dans le monde de l'édition. Est-ce qu'aujourd'hui, Dominique Mathé, quand vous regardez justement
Ce qui se passe notamment avec, dans certaines maisons d'édition, je pense à Vincent Bolloré. Est-ce que la liberté de création aujourd'hui, elle vous semble menacer la liberté des auteurs? Est-ce qu'elle vous semble menacée? Parce qu'il y a une telle précarité justement chez les auteurs de bande dessinée, on le sait. Hein. Est-ce que leur liberté est menacée? Je pense qu'effectivement, elle est sans doute menacée à deux titres. D'abord, la précarité. Parce qu'effectivement, le marché de la bande dessinée, même s'il reste toujours porteur, mais il est porteur, on le sait, par certains segments bien précis, comme les mangas, etc., mais il y a une très très grande précarité de la majeure partie des auteurs de bande dessinée. C'est le premier point. Mais moi, je pense aussi qu'elle est menacée parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de guerre idéologique qui est menée contre la création dans son indépendance. C'est-à-dire, comme disait Jules, il ne crée pas pour un lecteur, il crée parce qu'il pense que ce qu'il crée, c'est juste. Et moi, je pense que, par exemple, ce qui est en train de se passer chez Grasset aujourd'hui, ce n'est pas une question financière, c'est une question fondamentalement idéologique. C'est-à-dire que là, on est en train d'écraser un pilier et un fleuron de l'édition, mais en fait, on s'en fiche complètement. Parce que ce qui est important, c'est après, on a des piles, notamment dans tous les relais d'aéroports, etc., de bouquins, Bardella, Marion Maréchal Le Pen, etc. Et juste, on installe d'autres images. Et c'est aussi pour ça que c'est tellement important aujourd'hui de travailler précisément sur le livre et sur l'image, à tel point que moi, dans le territoire que j'habite aujourd'hui, qui est le centre Corse, on essaie de mettre en place, avec la commune de Moltifar, un centre des arts visuels, de sorte à faire ce travail, alors évidemment à l'échelle de la toute petite fourmi que nous sommes, mais je pense que un petit, ça peut faire un petit grand à la fin. La toute petite fourmi que vous êtes a créé un des plus beaux festivals de BD français. Vous vouliez ajouter quelque chose? La fourmi de feu. C'est l'espèce un peu mutante qui est en train de coloniser tous les trucs. Pas de feu. Alors, je voulais en venir à vos projets, Jules, et notamment un de vos grands succès de ces dernières années, c'est la fin de l'histoire, parce que vous allez bientôt publier le tome 2 de la fin de l'histoire. La fin FAIM. La fin FAIM, bien sûr, regardez. Voilà. Et alors, on a la grande chance d'avoir la future une de ce tome 2 de la fin de l'histoire. Je rappelle que le premier album s'était vendu à 70 000 exemplaires. C'est des chiffres qui font rêver tout auteur de bande dessinée. Voilà, c'est l'histoire du monde. J'imagine que vous êtes très familière de cet album de Mick Mattei. La fin de l'histoire, c'est l'histoire du monde par la gastronomie. Et alors, qu'allons-nous découvrir dans ce tome 2? Alors voilà, l'idée, c'est qu'on est de manger dans la grotte de Lascaux avec Cro-Magnon jusqu'à manger à bord de la Station spatiale internationale. Et on traverse les époques, les lieux, les continents. On se met à table avec des gens, en particulier à une époque donnée. Là, on est en Corse. Donc évidemment, il va y avoir dans ce tome 2 un chapitre manger avec Napoléon et la grande armée. Évidemment, c'est une grosse question. Hein, comment on nourrit une armée de conquête comme ça? Et avec on a la grande chance d'avoir quelques-uns des dessins justement de Napoléon. Alors ça, c'est Waterloo, Morne-Plat. On a un autre dessin, comment fait-on pour la Bérésina, la maïzena, sire. Oui, parce que non, mais voilà, c'est son cours de cuisine. Puis en plus, sincèrement, en bande dessinée, il est marrant à dessiner, Napoléon. Hein, il est super. Il a le dress code. Tout le monde le connaît. Quand on aime, comme moi, utiliser des icônes culturelles immédiatement reconnaissables, si c'est pas la Statue de la Liberté ou la Joconde, c'est forcément Napoléon ou le général de Gaulle. Et donc, je les mets à ma sauce. Je les accommode. Mais bien sûr, c'est un puits sans fin d'inspiration. Vous avez pris beaucoup de plaisir à... On le sent, hein, bien sûr. Et ceci dit, vous savez, en plus, moi, c'est ça que je trouve excitant, en tout cas dans le travail que je fais en BD, c'est que je passe ma vie à apprendre des nouvelles choses comme auteur. Et en fait, je me suis mis à lire des tonnes de trucs sur Napoléon parce qu'il fallait que je sache comment se vêtaient les troupes de Napoléon, comment s'était passé son enfance, qu'est-ce que sa grand-mère lui faisait comme sandwich. Et je me trouve embarqué là-dedans. Mais il y a aussi des chapitres sur manger en Mésopotamie au moment de l'invention de l'écriture. Et du coup, je me suis mis à me plonger dans l'akkadien ancien, dans le sumérien et leur système d'écriture et leur système de représentation religieuse. Je me dis, mais c'est génial, il faut que je m'intéresse à ça. Puis là, je suis en train de travailler sur les Yoruba au Nigeria. Je me dis, oh dingue, comment ça se fait? J'ai traversé 50 ans de ma vie sans savoir rien sur les Yoruba du Nigeria. C'est génial. Et donc, je passe d'un truc à l'autre en étant excité
Voilà, encore du gainage. Ouais. Non, mais on sent qu'il ne s'arrêtera jamais. Hein. Et c'est vrai que la fin de l'histoire, la fin de l'histoire, voilà, manger sur le Titanic, manger en Mésopotamie au moment de l'invention de l'écriture, à Florence avec Léonard de Vinci, en France pendant la collaboration, la résistance, hein, Dominique Matthey, on sent qu'il ne s'arrêtera jamais. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de la jeunesse, quand on voit justement la gaieté, l'enthousiasme qui habite un auteur comme Jules, vous êtes enthousiaste pour la jeunesse face au fracas du monde néanmoins? Est-ce que vous gardez moi j'ai vraiment de très l'enthousiasme confiance en eux. Oui, c'est un peu d'inquiétude, mais vraiment une très grande confiance parce que ils sont intelligents, ils sont inventifs. Après, c'est vrai qu'ils sont un peu piégés quand même. Ils sont un peu piégés par la société telle qu'elle est aujourd'hui. D'abord, pas un peu le désastre écologique vers lequel on va à toute pompe, hein, voilà. Et puis par effectivement la question de l'écran. Mais moi, j'ai extrêmement confiance dans la jeunesse aujourd'hui et je pense qu'elle va trouver les solutions que nous n'avons pas su mettre en œuvre. Jules, pour conclure, la jeunesse, encore de l'optimisme, on vous sent habité par beaucoup de choses, malgré et face au fracas de ce monde. Hein. Je ne sais pas s'il faut avoir de l'optimisme, mais en tout cas, elle a du charme. Et rien que ça, cette espèce de beauté, d'excitation, un peu de petites vibrations électriques qu'il y a à contempler la création, cette pulsion de jeunesse. Et éternellement, de toute façon, c'est comme le printemps, ça revient. C'est éternellement excitant. Donc, je pense qu'on peut au moins se laisser bercer par ça. Très bien, merci beaucoup. Intelligent aussi. L'intelligence, merci. L'intelligence, la création. Voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Dominique Matthey, Jules. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.